Deuxième partie de ce chapitre sur les polynômes, on va donc maintenant voir ce que c'est que les divisions suivant la puissance croissante. Voilà d'abord le résultat. On considère A et B deux polynômes, et je considérais que mon polynôme B il est non nul et que sa valuation elle est égale à 0, c'est-à-dire qu'il a un terme constant qui est différent de 0. Il me faut en plus un entier naturel n qui va être l'ordre de ma division. J'en parlerai un peu plus dans quelques instants. Alors dans ce cas-là, je peux dire que l'existe d'un unique couple, noté Qn et Rn, de polynômes, qui vérifie que A s'écrit sous la forme B fois Qn plus x puissance n plus 1 fois Rn, avec degré de Qn qui est inférieur ou égal à n. Donc une telle égalité, on l'appelle division sur une puissance croissante d'ordre n de A par B. Qn va être le quotient et Rn le reste de cette division sur la puissance croissante d'ordre n. L'idée, ça va être d'écrire les polynômes par ordre de puissance croissante, c'est-à-dire, au lieu d'écrire d'abord les termes de plus haut degré et de descendre, on va faire l'inverse. On va commencer par écrire les termes de plus petit degré et on va monter. Et à part ça, à part le fait qu'on va écrire les polynômes à l'envers, j'ai envie de dire, le reste est le même genre d'idée que quand on fait une division euclidienne. Et donc, sauf que, comme pour la division euclidienne, on va partir de ce qui est le plus à gauche. Comme on écrit à l'envers, le plus à gauche, ça sera les termes de plus petit degré. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est la chose suivante. Donc l'ordre n de ma division est très important parce que possiblement, ce type de processus peut ne jamais s'arrêter. Et donc, c'est bien de savoir quand il faut s'arrêter. Et pour savoir quand s'arrêter, ça le fait avec le degré n, l'ordre n de ma division qui était dans le théorème précédent. Comme souvent, rien de mieux que des exemples pour comprendre. Donc d'abord cet exemple, vous aurez une vidéo qui s'appelle exemple 4 pour le faire. Et après, vous aurez aussi une vidéo exemple 5 pour faire celui-ci. Donc normalement, avec les vidéos, ce sera beaucoup plus clair que de vous l'expliquer comme ça à l'oral. Factorisation des polynômes. Avant de vraiment commencer cette partie, juste un début de chapitre, quasiment le but principal, c'est de savoir factoriser des polynômes. À quoi ça va nous servir? Premier exemple d'application, on l'a déjà vu au chapitre précédent, en fait, sans TD. Quand on a voulu calculer des limites, certaines limites qui étaient de la forme 0 sur 0 et avec des polynômes au numérateur et au dénominateur, pour calculer ces limites, pour lever l'indéterminé du 0 sur 0, on factorisait nos polynômes. On avait des polynômes de degré 2, on savait faire, en fait, on va voir qu'on peut factoriser des polynômes de degré plus grand que 2, même si en fait, on ne va pas pouvoir le faire tout le temps, ça ne va pas tout le temps marcher. Mais je reviens dessus dans quelques secondes. Commençons donc par le cas des polynômes de degré 2, parce que ça, on sait toujours faire, ça va être un petit rappel. Donc je considère un polynôme de degré 2, un coefficient réel, ax au carré plus bx plus c, avec a différent de 0, afin de bien avoir justement un polynôme de degré 2. On va calculer le discriminant, delta, b carré moins 4ac, et on va avoir trois cas de figure de façon assez classique, avec les polynômes de degré 2. Si delta est strictement positif, le polynôme p admet deux racines réelles distinctes, qu'on va noter x1 et x2, et on va pouvoir écrire p sous la forme a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Pas surprenant, si vous vous souvenez bien dans la partie précédente, dans la vidéo précédente de ce chapitre, on avait vu que quand on a une racine, on pouvait factoriser par x moins la racine. Bon, voilà, j'ai x1 et x2 qui sont deux racines, du coup, je vais factoriser par x moins x1 et x moins x2. Et comme c'est degré 2, j'aurai pas d'autres racines, j'aurai maximum 2. Si delta est égal à 0, le polynôme p admet une seule racine réelle, qu'on appelle souvent racine double, qu'on note petit x0, et dans ce cas-là, on peut écrire p sous la forme, toujours le coefficient dominant petit a, facteur de x moins x0, le tout au carré. Et enfin, dernier cas de figure, si delta est strictement négatif, le polynôme p n'admet pas de racine réelle, mais il a deux racines complexes conjuguées, z1 et z1 bar, qu'on va noter z2. Dans ce cas-là, en fait, il est déjà factorisé sur R, mais sur C, on va pouvoir le factoriser en faisant la même méthode qu'avant, c'est-à-dire petit a, le coefficient dominant, x moins première racine z1, facteur de x moins ma deuxième racine z2. Un exemple pour bien voir comment ça fonctionne. Donc pareil, le mieux c'est de voir dans ma vidéo qui s'appellera exemple 6. Et on passe à la suite. Donc du coup, qu'est-ce qu'on vient de voir ici? On sait ainsi toujours factoriser un polynôme de degré 2. En fait, par contre, quand on va avoir un degré supérieur, on ne va pas forcément savoir faire. Il n'y a pas de formule toute faite pour les degrés supérieurs. Ici, le principe pour un degré supérieur, c'est qu'on va espérer, et j'ai bien dit ça, espérer trouver une racine évidente afin de pouvoir factoriser un polynôme. Et quand on va faire ça, donc on va factoriser ensuite grâce à une division euclidienne, et on va faire ça jusqu'à tomber sur un polynôme de degré 1 ou 2. Pourquoi degré 1 ou 2? Parce que degré 1 c'est déjà factorisé, et degré 2, on sait faire grâce à delta en calculant le discriminant. Je réinsiste sur un point, j'ai dit on va espérer trouver des racines évidentes. Ça, on n'arrive pas toujours à trouver des racines d'un polynôme, c'est même un problème très compliqué en maths de pouvoir toujours trouver des racines d'un polynôme. On ne sait pas faire de façon générale, mais la remarque suivante peut nous guider dans certaines situations. Donc quelle est la remarque? Si je prends un polynôme p à coefficient entier, c'est très important que ce soit coefficient entier,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes coefficients qui sont là, a, n, n-1, sont des entiers, ils sont dans z. Donc entier, ça peut être aussi bien positif que négatif. Et si p admet une racine entière, petit a, alors forcément, je sais que petit a est un diviseur du terme constant a0. Ou autrement dit, a0 est un multiple de cette racine entière, petit a. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce théorème? Donc premier point, ça marche uniquement si j'ai un polynôme à coefficient entier. Et surtout, attention, il y a un si ici. C'est-à-dire que si p admet une racine entière a, alors a est un diviseur de terme constant a0. Mais le si, il est très important. C'est pas parce que j'ai un polynôme à coefficient entier qu'il admet forcément une racine entière. Donc s'il en admet une, alors cette racine entière est un diviseur de terme constant. Pour vous en convaincre, prenez le théorème le polynôme x au carré plus x plus 1. Il est bien un coefficient entier, tous les coefficients sont égaux à 1, et pourtant il n'admet aucune racine entière, il n'admet même pas de racine réelle, x au carré plus x plus 1 d'ailleurs. Du coup, ce résultat, retenez-le bien, parce que en général, trouver des racines, c'est pas facile, et du coup, vous avez là une remarque qui vous permet, dans certains cas, de trouver des racines. Exemple pour voir comment ça fonctionne. Donc le polynôme qui est ici, il a 3 racines, mais le mieux, encore une fois, c'est de le faire de regarder la vidéo qui correspond, qui s'appellera exemple 7. Voyons maintenant comment ça se passe pour factoriser des polynômes dans l'ensemble des complexes. Pourquoi on va commencer par des polynômes à coefficient complexe? Parce que c'est plus facile que pour des polynômes à coefficient réels. Ça peut vous paraître bizarre, parce qu'en général, pour vous, les complexes, c'est forcément plus compliqué que les réels. Vous allez voir que la forme de la factorisation dans l'ensemble des complexes est beaucoup plus simple que dans l'ensemble des réels pour les polynômes. Alors, avant ça, un petit résultat, théorème de D'Alembert, qui vous dit que si j'ai un polynôme à coefficient complexe, alors il admet au moins une racine. Je ne vais pas vous démontrer ce théorème, ce serait beaucoup trop technique, mais je vous dis juste d'où ça vient. L'idée, c'est, comme on l'a vu, pourquoi on introduit l'ensemble des complexes? C'est parce que certaines équations de degré 2 n'avaient pas de solution. Quand je dis équations de degré 2, c'est x au carré plus bx plus c égale à 0. Il n'y avait pas de solution quand delta était négatif, parce que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas dans l'ensemble des réels. Donc pour pallier à ce problème, on a introduit l'ensemble des complexes, avec notamment i au carré qui vaut moins 1. Et grâce à ça, en fait, ce qui va en découler, c'est que tous les polynômes de degré 2 admettent des racines complexes et que, de façon générale, tous les polynômes à coefficient complexe admettent au moins une racine. On pourra toujours trouver les racines d'un polynôme à coefficient complexe. Ce qui fait que, quand je vais vouloir factoriser, je peux dire que tout polynôme est scindé. Ça veut dire quoi, scindé? Je vous l'explique tout de suite. Ça veut dire que si je prends un polynôme à coefficient complexe de degré n, n non nul, alors il existe des complexes x1, xk, des entiers α1, αk et a1 complexe tels que mon polynôme s'écrit sous la forme a facteur de x moins x1 puissance α1 jusqu'à x moins xk puissance αk, et j'ai la somme de mes αi, de mes puissances, qui est égale à n, c'est-à-dire au degré de mon polynôme de départ. Donc, ce que vous dit ce résultat, c'est que justement, quand vous allez factoriser un polynôme dans C, vous pourrez toujours écrire ça de cette façon-là. Et on verra que dans R, ce ne sera pas le cas, que l'écriture dans R sera plus compliquée. Rien de mieux qu'un exemple pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc pareil, je vous ferai sur une vidéo qui s'appellera exemple 8. Dernier théorème pour la partie sur les complexes. Si je prends un polynôme à coefficient réel, oui, j'ai bien des coefficients réels ici, si je considère qu'il admet une racine complexe, ce polynôme P, donc je vais l'appeler Z0, alors, de multiplicité alpha, alors je veux savoir que le conjugué de cette racine est également une racine de P et de même multiplicité alpha. Je répète, si j'ai un polynôme à coefficient réel qui admet une racine complexe, c'est possible, un polynôme de degré 2 avec delta négatif par exemple, vous en connaissez plein, alors le conjugué est également une racine de P. D'ailleurs, si on prend le cas des polynômes de degré 2, on voit que chaque fois qu'en delta est négatif, on a deux racines qui sont complexes conjuguées l'une de l'autre. Ça vient de ce résultat. Et du coup, ce résultat, il faut bien le retenir, parce que comme je vous l'ai dit avant, souvent ce qui est compliqué, c'est d'être capable de trouver les racines d'un polynôme. Là, grâce à ce théorème, vous avez en quelque sorte des racines gratuites. Je veux dire par là, si pour un polynôme à coefficient réel, vous trouvez une racine complexe, ça veut son conjugué est également une racine. Et donc vous avez gratuitement une racine qui tombe comme ça toute seule. On s'arrête là pour cette deuxième partie, et on continuera la prochaine fois avec la factorisation des polynômes à coefficient réel.